Vu que j'ai pas été malin, je dois refaire la vidéo. Donc, on recommence. Je vais juste reparcourir les notes que nous avons couvertes hier et donner quelques explications pour permettre à ceux qui auraient éventuellement manqué le cours d'hier de pouvoir suivre. Donc, dans les chapitres... ce que je racontais, c'est que dans les chapitres 2 et 3, l'idée, c'est que on a un jeu de données qui est issu d'une expérience aléatoire. Et ce jeu de données, on regarde des histogrammes par exemple, et on voit que l'histogramme nous donne une distribution observée qui a une certaine taille, par exemple celle-là. On a une distribution observée comme celle-là. Et l'idée, c'est de dire ce qu'on observe, c'est une expérience dont le résultat est une issue, dont l'issue est un certain nombre x qui est aléatoire. Et on va essayer, tout le chapitre 2 et 3 donne des outils pour permettre de non pas prédire les valeurs possibles de x, ça c'est pas possible, le prochain x sera aléatoire quelque part dans les valeurs possibles de l'expérience. Mais donc on ne peut pas prédire la valeur possible de x, mais on va chercher à estimer la probabilité que x soit dans telle ou telle région. Par exemple, dans un cas d'épidémie, on pourrait chercher à estimer la probabilité que telle ou telle mesure aura tel ou tel impact sur la diminution ou l'augmentation du nombre de cas dans telle ou telle région. Ce genre de choses-là. Et donc toute la partie modélisation stochastique que nous avons vue ici donne les bases de l'outillage pour permettre d'estimer ce genre de quantité-ci. Et après, ça ouvre la porte à toutes les statistiques qui sont la base de votre métier. En fait. Et donc ça c'est une première partie. Il y a moyen d'en parler pendant des dizaines d'heures. Ce n'est pas l'objectif ici. Donc je vous ai juste donné une petite introduction à ceci, à cette théorie, que vous allez continuer à développer dans vos cours suivants. Et puis je voulais conclure le cours de maths, les 3 dernières heures du cours, pour parler un tout petit peu de la notion d'équation différentielle. Et ici, l'idée est différente. L'idée, c'est que vous observez vos données, et vous supposez que vos données ne sont pas toutes représentatives. Donc, ici dans mon dessin, chaque donnée est représentative d'une issue, d'une expérience qui peut se répéter. Et on suppose que chaque répétition donne une information sur les propriétés intrinsèques de l'expérience. Ici, on va imaginer autre chose. On va imaginer qu'on fait une expérience et que cette expérience, par exemple, évolue dans le temps. Donc on a une issue, et cette issue, elle évolue dans le temps. Donc au premier instant, on a quelque chose, deuxième instant, on a autre chose, troisième instant, on a autre chose, et ainsi de suite. Et donc au fur et à mesure que le temps passe, on a des issues. Je vais peut-être choisir une couleur différente. Attendez, je vais refaire ça proprement. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on a des issues. À l'instant t1, on a x de t1. À l'instant t2, on a x de t2. À l'instant t3, on a x de t3. À l'instant t4, on a x de t4, et ainsi de suite, jusqu'à l'instant tn, on a x de tn. Et si on observe ça, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui ressemble à... Oh zut. On a quelque chose qui ressemble à une courbe. Et on pourrait se demander, tiens, si ça c'est une courbe, ici, c'est en fait une certaine fonction du temps. Et une question fondamentale, ce serait de réussir à trouver la bonne courbe qui décrit l'évolution du processus qui nous intéresse dans le temps, de façon à pouvoir, par exemple, prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, par exemple, si j'imagine que x de t représente le nombre de malades dans une région à un instant t, bien entendu, on pourrait vraiment vouloir pouvoir trouver la valeur de... Donc, sur base d'observations passées, donc sur base de x de t1 jusqu'à tn, on pourrait vouloir s'intéresser à, quelle est la valeur de ce qui va se passer à l'instant tn plus 1 ? Est-ce qu'on peut prédire une région dans laquelle
dans laquelle le comportement de la courbe est prévu de se déplacer en fonction des caractéristiques passées. Bah, ce genre de choses-là, cette modélisation de courbes, bah, c'est un sujet extrêmement vaste. Mais donc, dans ce cours-ci, on va se dire qu'on a comme objectif de trouver la fonction qui décrit le mieux le jeu de données. Alors, pour justifier ça un tout petit peu plus clairement, j'ai fait un petit exemple, disons plutôt ludique plutôt que sérieux, pendant le cours. Donc, c'est un exemple. Il ne faut pas prendre ça très au sérieux, c'est juste pour illustrer en quoi ce genre de questions-ci mène de manière naturelle à la notion d'équation différentielle. Alors, l'idée est la suivante. On suppose, je passe un peu vite, vous savez lire, on suppose qu'on observe une expérience dans laquelle on fait naître des papillons. Et donc à l'instant 0, on a, disons, 1000 papillons. Et puis à l'instant, un tout petit peu après, on a 998 papillons, et puis 995 papillons, et ainsi de suite. Les papillons, on compte le nombre de papillons, on arrive à tracer chaque mort de papillon. Donc on regarde ce qui se passe, et on voit qu'au fur et à mesure que le temps passe, on a de moins en moins de papillons. Là, par exemple, il n'y a aucun mort pendant cet intervalle de temps-là. Là, il y a 3 morts en rapide succession, puis là, de nouveau, aucun mort, puis 2 morts, et ainsi de suite. Et on regarde l'évolution de cette courbe de papillons. Et la question, pour revenir à ce qu'on racontait avant, c'est, à partir de ces données-là, est-ce qu'on peut trouver une bonne fonction qui permettra de modéliser le comportement de ce jeu de données ? Donc c'est ça la question, c'est quelle fonction décrit au mieux l'évolution de la population de papillons ? Alors il y a 1000 approches pour faire ce genre de choses. Par exemple, une approche, ce serait de dire la fonction qui décrit le mieux ce jeu de papillons, c'est l'interpolation linéaire. Donc je fais la courbe dont chaque segment correspond au segment de droite qui rejoint les 2 points. Ok, ça c'est une courbe effectivement. Donc je pourrais faire une idée, ce serait de faire de l'interpolation linéaire. Donc je fais la courbe qui relie les points, mais exactement ces points-là. Alors certes, là vous répondez de manière très spécifique à la question, c'est-à-dire la courbe qui décrit au mieux ce jeu de données-là, c'est effectivement la courbe qui est construite en reliant les points entre eux. Mais ça, c'est pas méga intéressant parce que ça ne décrit que ce jeu de données-là. Et ce que je voudrais, moi, c'est plutôt trouver une courbe ou un ensemble de courbes qui permettent de caractériser le comportement de cette courbe, c'est-à-dire le comportement de cette famille. Donc, l'idée, ce serait d'avoir une courbe qui permettrait de donner des informations sur le comportement de l'évolution du nombre de papillons, mais pas spécifiquement lié uniquement au jeu de données passé, mais aussi qu'on puisse utiliser ça pour la prédiction du comportement futur. Alors là, dans ce cas-là, la courbe qu'on a faite qui fait l'interpolation ici, elle n'est pas méga utile parce qu'elle ne nous renseigne que sur ce jeu de données-là. Et nous, on voudrait une courbe qui décrit, donc pas cette population spécifique qu'on a vue ici, mais une courbe qui décrit le comportement de toutes les familles de papillons qui seraient soumises aux mêmes conditions. Et donc là, la question devient plutôt, est-ce que c'est plutôt une droite ? Est-ce que c'est plutôt il y a un certain au cours d'hier qui disait plus, oui, non, mais c'est plutôt une exponentielle. Donc, est-ce que c'est plutôt une exponentielle ? Est-ce que c'est plutôt une droite ? Est-ce que c'est plutôt un arc d'exponentielle de courbe de cloche de Gauss ? Est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est ? Quelle est la courbe qui va permettre de décrire ceci ? Alors, il y a plusieurs façons d'approcher cette question. Et une façon de dire, ce serait de dire, en fait, ce que je vais faire, je vais faire quoi ? Je vais faire de la régression linéaire, ou de la régression. En fait, le plus important, c'est le mot régression. Donc, c'est quoi la régression ? C'est de dire, en fait, je vais décider arbitrairement que la courbe que je cherche, c'est une droite. Donc, je vais décider arbitrairement que la courbe que je cherche, c'est une droite. Et puis, je vais me poser la question de, parmi toutes les droites qui existent, quelle est celle qui, au mieux, correspond à ce jeu de données ? Donc, parmi toutes les droites qui existent, quelle est la droite qui correspond au mieux à ce jeu de données spécifique ici ? Donc ça, c'est une façon d'obtenir une courbe qui décrit le comportement, c'est de fixer le fait qu'on cherche parmi toutes les droites possibles.
Vous pourriez dire, ouais, c'est idiot de chercher une droite, c'est mieux de chercher une exponentielle. Bon, d'accord, en fait, on pourrait aussi poser la question de dire, tiens, je prends une exponentielle. Donc, c'est quoi une exponentielle? Ce serait n0 exponentielle de lambda t. Comme c'est une exponentielle plutôt négative, je vais prendre n0 exponentielle de moins lambda t. Et vous pourriez dire, tiens, je vais plutôt chercher l'exponentielle qui colle au mieux au jeu de données. Vous pourriez aussi dire, en fait, non. Donc, attendez, je vais juste changer mes couleurs, comme ça correspond à ce que je raconte. Voilà. Comme ça. Non, c'est pas le bon vert. Comme ça. Vous pourriez aussi vous dire, en fait, non, moi je vais plutôt chercher une courbe de Gauss. Allez, pourquoi pas. Donc un truc du style n0 exponentielle de moins lambda t carré sur 2. Donc vous cherchez plutôt une courbe qui aura une partie avant l'axe des x et une partie après. Et vous dites, je vais plutôt chercher dans cette famille-là. Et puis après, vous pourriez prendre n'importe quel autre type de fonction pour faire votre job. Ok, mais ça, comment on fait? Comment on fait ça? Attendez, je vais mettre la même couleur que ça. C'est plus ou moins reconnaissable quand vous relirez. Comment on fait ça? C'est de la façon suivante. Regardons juste la régression linéaire, c'est le plus simple. Donc la régression linéaire, j'ai mes axes. Ici. J'ai mon nuage de points. Comme ceci. J'ai ma droite. Et je cherche parmi toutes les droites possibles, celle qui va le mieux coller au jeu de données. Alors ça veut dire quoi une droite? Une droite, c'est n'importe quoi de la forme Y. Donc l'ordonnée est égale à... L'ordonnée est égale à... L'ordonnée est égale à A plus BX. A, c'est l'intercept ici, et B, c'est la pente. Et donc vous cherchez parmi tous les intercepts A et toutes les pentes B, celles qui vont faire que la droite est la plus proche possible de tout le jeu de données. Ouais, ça veut dire quoi, être proche d'un jeu de données? C'est quand même c'est quand même une notion un peu étrange. La réponse à ça, c'est de dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que, verticalement, la différence entre l'observation... Alors, je vais juste bouger celui-là qui est dans mon champ. Ah, j'en ai marre. Je vais juste bouger celui-là. Toujours, j'en ai marre. Voilà. Je bouge celui-là parce qu'il est dans mon chemin. Je vais chercher à minimiser la distance entre l'observation. C'est-à-dire, c'est quoi l'observation? Le premier ici, c'est un certain point x1 et c'est une certaine coordonnée y1. Je vais chercher à minimiser la distance entre l'observation et la prédiction du modèle. Et la prédiction du modèle, si jamais ce modèle-ci était le modèle le plus adapté, la prédiction, ce serait ce point-là, qui est en fait égal à AX1 plus B. Donc je vais regarder la différence, je vais essayer de minimiser la différence entre les observations. Les observations, ce sont mes YI, et ce qui est prédit par la droite, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui est prédit par mon modèle linéaire? Il est prédit que ça devrait être AXI plus B. A plus BXI. Et donc pour chaque point, je vais essayer de minimiser la distance. Je vais essayer de minimiser la distance entre ce que j'observe. Donc ici, j'ai observé ce point-là. Je vais regarder ce point prédit et je vais essayer de minimiser la distance. Je vais la mettre en vert. Cette distance-là, pas en vert, il était du vert. Je vais mettre en rose. Voilà, ici. Je vais essayer de minimiser ces distances-ci. Alors évidemment, je vais peut-être en mettre un en dessous quand même, sinon c'est un peu... Voilà, j'en mets un en dessous. Voilà. Donc pour chaque point de mon jeu de données, je vais essayer de minimiser la distance entre l'observation, qui est donc en rouge, et la prédiction du modèle, qui est donc en orange.
c'est donc ceci. Et donc, évidemment, comme il y a des distances positives et des distances négatives, je vais faire comme pour une variance, c'est-à-dire je vais prendre les carrés de façon à ce que les distances positives et les distances négatives contribuent toutes, et puis je vais regarder la distance moyenne. Donc, je fais la moyenne des distances entre les observations et les prédictions au carré. Et le but de la régression sera de trouver A et B, donc les coefficients A et B, qui vont faire que ceci est le plus petit possible. Donc je veux minimiser sur A à B cette quantité-là. Ben ça, ceci, résoudre ce problème-là, c'est faire de la régression linéaire. Si au lieu de faire de la régression linéaire, vous voulez faire de la régression exponentielle, ben ce que vous faites, c'est que vous remplacez ceci par une exponentielle. Si vous faites de la régression, je peux avoir des courbes trigonométriques, vous remplacez ceci par vos courbes trigonométriques, et ainsi de suite. En fait, pour chaque forme de courbe, il est possible de régresser cette forme-là sur le jeu de données, simplement en comparant l'observation et la prédiction du modèle. Si c'est une prédiction linéaire, ça donne ceci. Si c'est une prédiction exponentielle, ça donne autre chose. Et puis, c'est un problème de minimisation. Et je sais pas si je suppose que vous avez vu à l'école que minimiser une courbe, c'était simplement calculer une dérivée puis résoudre un système d'équations. Donc ça se fait assez bien, et par exemple Excel fait ça de manière merveilleuse. Si vous avez un jeu de données dans Excel et que vous essayez de régresser ce jeu de données, faire un modèle linéaire par exemple, vous devez faire 2 clics et il vous le fait de manière complètement automatique. Bon, mais ça, certes, ça marche, certes, c'est intelligent, c'est même assez sophistiqué quand on voit un peu ce qu'on fait dans le détail, mais c'est pas top merveilleux. C'est pas top merveilleux parce qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose d'un peu insatisfaisant dans cette approche, c'est que nous avons nous-mêmes décidé, au vu de la tête des données, de choisir si c'est plutôt un modèle linéaire, un modèle exponentiel, un modèle gaussien, un modèle... Enfin voilà, c'est nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, qui vont décider, de façon somme toute relativement arbitraire, de choisir un tel ou tel modèle pour notre construction. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Et la réponse est si, en fait, il y a moyen de faire mieux si on regarde un peu de plus près nos données. Et l'idée est de réfléchir structurellement au contenu du jeu de données. Donc, pardon, pas au contenu du jeu de données, de réfléchir structurellement aux propriétés du mécanisme qui a engendré le jeu de données. Et alors, ici, ce que je raconte, c'est qu'en fait, si on y réfléchit, on a des papillons qui sont dans une serre, ils n'ont pas de prédateurs, ils n'ont pas de compétition, il n'y a rien qui peut les menacer si ce n'est juste l'âge, la vieillesse. Et donc ils vont tous mourir, ils ont tous les mêmes chances de mourir, parce que ce sont les papillons de même race, soumis aux mêmes conditions, dans le même cadre. Et donc à chaque instant, chaque papillon a la même chance de mourir. Bon, qu'est-ce qui va se passer alors pour notre population de papillons? Globalement, c'est compliqué. Mais ce que je peux peut-être faire, c'est regarder localement. Imaginons que je regarde ce qui se passe entre un instant T, ici, l'instant T. À l'instant T, il y a combien de papillons dans ma population? Un nombre que j'ai appelé n de t. Et puis je regarde un tout petit peu plus tard, à un instant t plus un petit chouïa, disons epsilon. Et je regarde à t plus epsilon. Il y a combien de papillons à l'instant t plus epsilon? Il y en a n de t plus epsilon. Qu'est-ce que je sais sur la différence entre n de t et n de t plus epsilon? Cette différence, elle se reporte en ordonnée. Je regarde ici. Elle est ici. La différence entre n de t et n de t plus epsilon, c'est ce nombre-là. Ce nombre-là, il est négatif. Pourquoi il est négatif? Parce que de toute façon, j'aurai des papillons, j'aurai pas de papillons qui arrivent, je regarde juste les papillons que je laisse mourir. Donc je ne peux avoir que moins de papillons à cet instant-ci qu'à cet instant-là. Ok, qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais aussi que ce nombre-là, donc le nombre de papillons à l'instant t plus epsilon, moins le nombre de papillons à l'instant t,
c'est simplement le nombre de morts dans l'intervalle de temps. Attendez, parce que je me suis mal placé, je vais me bouger ici. Ce truc-là, je vais écrire plus petit, comme ça c'est plus facile à lire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le nombre de morts dans l'intervalle de temps dans quel intervalle de temps? Dans l'intervalle de temps ici, entre l'instant t et l'instant t plus epsilon. Ok, super, mais ce nombre de morts, il peut être proportionnel à quoi? Il ne peut pas être proportionnel à grand chose, parce qu'il n'y a rien dans le système, il n'y a rien dans le mécanisme, il y a juste des papillons, ils ne sont pas soumis à des prédateurs ou quoi que ce soit, ils sont juste... voilà, ils sont laissés à eux-mêmes, et donc la seule chose par rapport à quoi le nombre de morts peut être proportionnel, c'est quoi? C'est le nombre de papillons qui était présent au début. Plus il y a de papillons, plus il y a de gens qui peuvent mourir. Donc s'il y a 1000 papillons, il y a plus de chances d'avoir un mort en 10 secondes que s'il n'y a que 3 papillons, parce que les papillons sont tous soumis aux mêmes conditions. Donc ça doit être proportionnel au nombre de papillons présents, et ça doit aussi être proportionnel à la longueur de l'intervalle de temps pendant lequel je regarde mes papillons. Donc ça doit être proportionnel à deux choses. Premièrement, le nombre de papillons qui sont présents au début. Secondement, la durée de l'intervalle de temps. Plus mon intervalle de temps pendant lequel je regarde est long, plus c'est long ici, plus j'aurai de morts. Si je regarde pendant un millième de seconde, j'ai très peu de chances d'avoir un mort. Si je regarde pendant 1h30, j'ai beaucoup de chances d'avoir un mort. Donc ça doit être proportionnel au nombre d'individus présents dans ma population et à la longueur de l'intervalle de temps pendant lequel je regarde. De plus, être proportionnel à, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que ça doit être un multiple, disons lambda, fois n de t epsilon. Oui, mais ce lambda, il est nécessairement négatif. Pourquoi? Parce que, c'est ce qu'on avait raconté avant, il ne peut y avoir que des morts, il n'y a pas de naissance, donc il n'y a aucune chance que ma courbe augmente, elle doit nécessairement descendre. Donc cette quantité-ci doit être négative, je l'appelle moins lambda. Si je résume, je viens de montrer... En tout cas, non, je ne viens pas de montrer, parce que je n'ai rien démontré. Je viens de justifier le fait que le nombre de morts dans un intervalle de temps t à t plus dt, disons, c'est vrai que c'est un mauvais choix de notation. Donc, disons n de t plus... j'aurais dû mettre un h ici. Ce serait plus joli avec un h. Entre l'instant t et l'instant t plus h, même chose ici. Entre l'instant t et l'instant t plus h... Ici, alors ça devient un H, et ici ça devient un H. Je viens donc de justifier, et ici aussi c'est un H, pardon, et ici aussi c'est un H, il y a beaucoup de H. Comme ça. Je viens donc de justifier qu'il n'est pas déraisonnable de supposer que le nombre, donc dans mon modèle, le nombre de papillons qui meurent entre l'instant t et l'instant t plus H est simplement proportionnel au nombre de papillons présents au début, n de t, et à la longueur de l'intervalle de temps, et que cette proportionnalité se fait avec une constante négative. Donc ce que je racontais hier, c'est que, pendant le cours, c'est que cette étape-ci, c'est quelque part le boulot du chimiste, du biologiste, du médecin, même du physicien, de l'épidémiologiste, c'est d'arriver avec une contrainte sur une fonction. Donc vous cherchez une fonction n de t, et vous dites que parmi toutes les fonctions qui existent, avant même de regarder les données, on n'a pas regardé les jeux de données, on a juste utilisé ce qu'on savait sur les propriétés de la population, on a justifié qu'il n'était pas déraisonnable de supposer que la courbe qu'on cherchait satisfaisait cette contrainte-là. Alors moi, cette contrainte-là, moi en tant que mathématicien, je vois un truc pareil, je suis content parce que je reconnais des choses. Donc, en principe, je ne comprends rien à votre histoire de papillon, je vous écoute avec bienveillance, mais je ne comprends rien parce que ce n'est pas du tout mon rayon. Par contre, une fois que vous m'amenez ceci, vous me posez une question très simple. Vous cherchez à savoir quelles sont les propriétés des fonctions n qui satisfont cette contrainte-ci. Alors moi, je vois ça, et je dis quoi? Je dis que n de t plus h moins n de t égale moins lambda h n de h, pardon. Moi, je vois un truc pareil, je n'ai qu'une seule envie, c'est de bouger ce h et de le mettre au dénominateur.
Donc le h ici qui est là, j'ai envie de le mettre au dénominateur. C'est pas un n de h, c'est un n de t. Hein. Moi j'ai envie de faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai de l'expérience. Et en tant que matheux, je sais que ce genre d'expression-ci, j'aime bien. Pourquoi ? Parce que je sais que ça ressemble à une pente. Et donc ça me dit quoi ? Ça me donne fort envie de prendre une limite à gauche et une limite à droite. Donc je disais hier, ceux d'entre vous qui ne voient pas ce que c'est une limite, c'est pas tout à fait normal, mais c'est pas grave, ça ne joue pas de rôle. Je suis juste en train d'essayer de donner une intuition sur la raison d'être des équations différentielles. Si vous ne le suivez pas, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas vraiment là-dessus que je vous interrogerai. Donc je reviens. Donc partant de mon équation de départ qui est celle-là, moi en tant que mathématicien, je n'ai qu'une seule envie, c'est de la transformer pour faire cette expression-ci. Donc je divise par h et je prends une limite de chaque côté. Alors ce que je remarque, c'est que cette limite-là, ici, elle ne joue pas de rôle. Parce qu'il n'y a pas de h là. Il n'y a pas de h ici dedans. Donc cette limite-là, je peux l'enlever. Donc ici, je me retrouve avec moins lambda n de t. Il n'y a pas de h dans ce truc-là. Et ici, moi en tant que matheux, je reconnais quelque chose. Et normalement, la plupart d'entre vous reconnaissent aussi. Cette limite-là, ça donne très exactement la dérivée de n au point t. Donc si je reviens, votre argumentaire de biologiste, de botaniste, de Dieu sait quoi, il dit que la courbe qui va au mieux décrire le comportement de votre population de papillons, ça doit être une courbe qui satisfait cette contrainte-ci. Moi, en tant que matheux, je vous dis que votre courbe qui satisfait cette contrainte-là, elle doit, en fait, de manière plus condensée, satisfaire la contrainte qui est ici. C'est-à-dire que sa dérivée doit être proportionnelle à elle-même. Oui, mais ça, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction, et c'est une équation qui lie l'inconnu, la fonction, à sa dérivée. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Et donc, un argumentaire totalement détaché des données sur base uniquement des propriétés intrinsèques de la population qu'on cherche à étudier, nous dit que la courbe n qui nous satisfera sera celle qui satisfait cette propriété-ci, que je peux réécrire de manière un peu plus jolie en disant que le taux de croissance par habitant, taux de croissance par papillon, doit être constant négatif. Il n'est pas très compliqué, on verra ça de toute façon au prochain cours, il n'est pas très compliqué de voir que la seule courbe qui satisfait cette condition-ci, la seule courbe, si vous cherchez, quelles sont les courbes dont la dérivée est égale à elle-même ? Ce sont les exponentielles. Et donc on vient de voir une façon de justifier, sans regarder le jeu de données, qu'une courbe exponentielle est un bon choix pour la modélisation de la population de papillons. Puis une fois qu'on a fait ceci, on peut revenir en arrière et dire tiens, maintenant je suis mieux armé pour dire que ce qui va m'intéresser pour ma modélisation, ce n'est pas une régression linéaire, ce n'est pas une régression comme ça, c'est une régression comme ceci. Puis je ferai ma régression et je serai content parce que j'aurai trouvé les bons paramètres pour décrire dans le bon modèle. Et le bon modèle, il est justifié comment ? Il est justifié par des arguments de biologistes, de botanistes, de Dieu sait qui pour étudier ce genre de population. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que dans beaucoup de cas, en tout cas dans le cas que je viens de vous présenter, avant de commencer l'analyse sur base des données, il était intelligent de réfléchir aux propriétés, aux propriétés de la population pour en déduire une équation sur les fonctions qui nous intéressent, une équation différentielle. Donc ce que je racontais hier, c'est que de manière générale, il y a énormément de situations dans lesquelles on a des équations différentielles qui apparaissent de manière naturelle. Par exemple, si vous étudiez la taille de certaines tumeurs cancéreuses, depuis les années 60, on s'est rendu compte qu'une bonne façon de faire ceci, c'était de regarder un modèle un peu similaire. Donc, au lieu de prendre... Donc ça, c'est le modèle qu'on vient d'étudier. X' égale X alpha. C'est-à-dire X' est proportionnel à X. Si X, c'est la taille de la tumeur. Pour étudier la taille d'une tumeur cancéreuse, des médecins se sont rendus compte que la bonne façon de regarder, donc la bonne description d'une courbe X qui décrit l'évolution de la taille d'une tumeur cancéreuse, c'est une courbe qui satisfait cette équation-ci. Donc c'est une équation un peu plus compliquée que celle qu'on avait regardée avant. Mais ce n'est pas la seule équation différentielle qui pourrait apparaître. Dans les équations du mouvement, il y avait aussi des équations différentielles qui apparaissent. En physique, il y a d'autres équations différentielles qui apparaissent. En chimie, dans votre cours de chimie, j'ai trouvé l'équation de la loi de Lambert qui dit que la dérivée de l'intensité est proportionnelle à l'intensité elle-même. Il y a ça aussi dans la description toujours en physique, il y a beaucoup d'équations différentielles en physique. Donc dans la description du comportement de l'oscillateur harmonique, l'oscillateur de Van der Pol,
dans des modèles de type prédateur-proie que vous verrez en épidémiologie, et aussi dans le modèle de type Ayala Gilpin-Ehrenfeld. Donc c'est quoi? Pour dire que dans énormément de cas, quand on regarde un modèle de façon totalement détachée, on regarde que les spécificités physiques du modèle, on arrive à justifier que la courbe qui nous intéresse va satisfaire une certaine relation qui lie la courbe elle-même, disons que je vais l'appeler f pour la forme, sa dérivée, enfin qui lie la courbe qui nous intéresse et sa dérivée. Par exemple, ça, c'est une relation entre une dérivée et une fonction. Ici, c'est une relation entre une dérivée seconde et une fonction, et une dérivée première et une fonction. Ici aussi, dérivée seconde, dérivée première. Enfin, dérivée seconde, et puis pas de dérivée, et puis la fonction elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est utile pour des gens comme vous d'avoir un peu de notion sur ce que sont ce genre de modèles qui lient des fonctions qui nous intéressent à leurs dérivées. Ça mène directement à une notion très générale qui est celle d'équation différentielle. Et donc, première définition que vous devez connaître, c'est la définition ici, c'est qu'une équation différentielle est une équation qui lie une variable que j'appelle x, on appelle ça la variable indépendante, donc ça lie une variable avec une fonction et des dérivées successives d'ordre 1 jusqu'à ordre n. On appelle ça la variable dépendante. Donc une équation différentielle ordinaire est une relation ou une équation qui lie une variable, une fonction et ses dérivées. L'ordre de l'équation, c'est le plus grand n qui apparaît explicitement dans l'expression de la dérivée. Donc par exemple, on va faire quelques exemples. Y plus 3x égale 0, ça c'est une équation différentielle d'ordre 0, parce qu'il n'y a pas de dérivée. Y' plus 3y plus x égale 0, ça c'est ordre 1. Y' plus 3 égale moins 2y', ça c'est ordre 2. Et voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Chaque fois que j'ai une dérivée qui apparaît, la plus grande dérivée qui apparaît dans mon équation me donne l'ordre de l'équation. Alors, attention, c'est pas toujours des x, c'est pas toujours des y. Je peux utiliser la notation que je veux en fonction du contexte. Donc j'ai déjà utilisé des n égale moins lambda n de t. Ça, c'est une équation différentielle. Pardon, il n'y a pas de t. N' égale moins lambda n, ça c'est une équation différentielle où l'inconnu, la fonction inconnue, c'est un n, c'est pas un y. Ça ne change rien. C'est juste qu'il faut savoir qu'on peut changer les notations sans que ça... Tant qu'on ne change pas le sens, ça ne change rien. Ceci est une équation différentielle d'ordre 1, parce qu'il y a une seule dérivée, et la fonction inconnue n'est pas y, mais elle est plutôt n. Et la variable indépendante n'est pas x, mais on note plutôt t. T parce qu'on a une indication de temps. Ici, on a une autre équation différentielle, et j'ai fait exprès pour vous perturber. J'ai fait une équation différentielle où l'inconnu, où la variable indépendante, c'est y. Donc on se modélise en termes de y. Et la variable dépendante, donc la fonction, c'est x. Et donc on cherche une fonction x de y. Donc ceci, c'est la même chose que si j'écrivais ceci. Où là, c'est plus les choses qu'on est habitué. Y, c'est la fonction. X, c'est la variable indépendante. Juste pour vous embêter, j'ai inversé les notations. Ça ne change rien. On traite une équation comme celle-ci de la même manière qu'on la traiterait ici. On renverse simplement le nom des variables. Et alors, ça, c'est une équation d'ordre 2, parce qu'il y a une dérivée seconde qui apparaît. Ceci, c'est une équation d'ordre... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7', donc c'est une équation d'ordre 7. Et l'inconnu, c'est la fonction z de t. Alors une équation différentielle, c'est donc une équation qui relie une variable et une fonction, une variable, une fonction et ses dérivées. Et résoudre une équation différentielle, c'est déterminer toutes les fonctions qui sont solutions de l'équation. Et une fonction qui est solution de l'équation, c'est quoi? C'est une fonction qui satisfait l'équation en tout point d'un certain domaine. Donc, par exemple,
Si je veux résoudre l'équation qui est ici, y plus 2x égale 3, quelle est la fonction y qui est telle que quand on lui rajoute 2x et qu'on lui retire 3, ça fait toujours 0? Je crois que c'est assez évident que la solution de ça, c'est la fonction y est égale à 3 moins 2x. On bouge ça ici. Ok. Si maintenant on considère une équation un tout petit peu plus compliquée, on regarde l'équation y' moins 3y plus 2 égale 0. Je vous annonce que la courbe 2 tiers, la courbe qui est constante et qui vaut toujours 2 tiers, est solution de cette équation-ci. Donc cette fonction-ci est solution de cette équation-là. Comment est-ce que je vérifie si c'est vrai? Je fais le calcul. Je remplace y par 2 tiers et je regarde si effectivement ça me fait bien 0 pour tout x. Ici on est content parce que ça disparaît. Ça fait 2. Et donc j'ai moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc j'ai bien une solution. La fonction constante y égale 2 tiers est bien solution. Puis après je vous annonce autre chose, je vous annonce que toute fonction de cette forme-ci, avec c une constante quelconque, toute fonction de cette forme-ci est solution de cette équation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace, prenons c qui vaut 19, je vous dis que c'est vrai pour toute constante, donc je peux prendre 19 si ça m'amuse, et je remplace. Donc je remplace ici, et je dois voir si ça me fait bien 0. Ça me fait quoi? Ici, j'ai 3 fois 19 exponentielle de 3x, moins 3 fois 19 exponentielle de 3x, plus 3 fois 2, ça fait moins 3 fois 2 tiers, ça fait moins 2, plus 2, ça fait bien 0. Celui-ci se tue avec celui-là, celui-ci se tue avec celui-là, j'ai bien 0 pour tout x, j'ai bien 0. Donc oui, c'est vrai. En tout cas, pour 19, ça marche. Mais de manière générale, si on remplace ce 19 par une constante c, j'ai 3 fois c, moins 3 fois c, moins 2 plus 2. Oui, pour toute constante c, j'ai une solution en la personne de cette fonction-ci. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de trouver une forme générale de solution de l'équation qui est ici. Des questions naturelles arrivent ici, c'est est-ce qu'on peut trouver toutes les solutions? Est-ce que toutes les solutions sont de cette forme-ci? Et une autre question qui va vous préoccuper en physique, c'est de regarder parmi toutes les solutions qui existent, celles qui sont soumises à des conditions particulières. Parce que vos questions vont toujours provenir de chimie, de physique, de bio, d'épidémio, et vous direz, partant du fait qu'on a 10 millions de personnes dans une population, quel est le comportement de ma courbe? Et donc vous aurez des conditions initiales, par exemple vous aurez que à l'instant 0, vous avez 10 millions de personnes. Ça, ce serait, j'ai mis 1 million, donc 10 millions de personnes. Ça, ce serait une condition initiale. Vous avez une condition sur votre fonction qui est décidée à l'instant initial. Résoudre une équation différentielle sous une condition initiale, ça revient à déterminer une solution particulière. Une solution parmi toutes les solutions de l'équation. Donc, par exemple, si on prend la fonction qui est ici, celle-là, elle est solution de cette équation-ci. Et en plus, quand x vaut 0, j'ai 1. Donc, c'est la solution qui satisfait la condition initiale y de 0 égale 1. Alors, il y a énormément d'équations différentielles différentes, avec énormément de noms différents. Vous n'aurez jamais le niveau pour résoudre les équations différentielles de manière générale. C'est un sujet extrêmement complexe et riche, et il y a moyen d'y passer toute une vie, sans blaguer, il y a encore moyen d'y passer toute sa vie. Dans le cadre de ce cours-ci, on va présenter des méthodes de résolution de 2 types d'équations, les 2 que vous rencontrez le plus souvent en physique. Et il faut vraiment se rendre compte que c'est purement illustratif, parce que ce n'est pas avec ça que vous allez résoudre toutes les équations différentielles du monde. Mais avec ce que je vais vous raconter, vous pouvez en résoudre déjà pas mal d'équations importantes qui viennent de la chimie et de la physique. Alors je vais arrêter là. Je reprendrai de toute façon ici au prochain cours et on terminera tout ça. Voilà.